Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Partie 2 du livre audio, chapitre 7. Qui témoigne une fois de plus de l'inutilité des passeports en matière de police. L'inspecteur redescendit sur le quai et se dirigea rapidement vers les bureaux du consul. Aussitôt, et sur sa demande pressante, il fut introduit près de ce fonctionnaire. « Monsieur le consul, lui dit-il sans autre préambule, j'ai de fortes présomptions de croire que notre homme a pris passage à bord du Mongolia. » Et Fix raconta ce qui s'était passé entre ce domestique et lui à propos du passeport. « Bien, monsieur Fix, » répondit le consul, « je ne serais pas fâché de voir la figure de ce coquin, mais peut-être ne se représentera-t-il pas à mon bureau s'il est ce que vous supposez. Un voleur n'aime pas à laisser derrière lui des traces de son passage, et d'ailleurs, la formalité des passeports n'est plus obligatoire. »« Monsieur le consul, » répondit l'agent, « si c'est un homme fort comme on doit le penser, il viendra. » Faire viser son passeport ? Oui, les passeports ne servent jamais qu'à gêner les honnêtes gens et à favoriser la fuite des coquins. Je vous affirme que celui-ci sera en règle, mais j'espère bien que vous ne le viserez pas. « Et pourquoi pas ? Si ce passeport est régulier, répondit le consul, je n'ai pas le droit de refuser mon visa. Cependant, monsieur le consul, il faut bien que je retienne ici cet homme jusqu'à ce que j'aie reçu de Londres un mandat d'arrestation. »« Ah, cela, monsieur Fix, c'est votre affaire, répondit le consul. Mais moi, je ne puis... » Le consul n'acheva pas sa phrase. En ce moment, on frappait à la porte de son cabinet et le garçon de bureau introduisit deux étrangers, dont l'un était précisément ce domestique qui s'était entretenu avec le détective. C'étaient en effet le maître et le serviteur. Le maître présenta son passeport en priant laconiquement le consul de vouloir bien y apposer son visa. Celui-ci prit le passeport et le lut attentivement, tandis que Fix, dans un coin du cabinet, observait, ou plutôt dévorait, l'étranger des yeux. Quand le consul eut achevé sa lecture, « Vous êtes Phileas Fogg, Esquire ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur, » répondit le gentleman. « Et cet homme est votre domestique ?»« Oui, un Français, nommé Passepartout. »« Vous venez de Londres ?»« Oui. »« Et vous allez ?»« À Bombay. »« Bien, monsieur. Vous savez que cette formalité du visa est inutile et que nous n'exigeons plus la présentation du passeport ? » ?»« Je le sais, monsieur, » répondit Phileas Fogg, « mais je désire constater par votre visa mon passage à Suez. »« Soit, monsieur. » Et le consul, ayant signé et daté le passeport, y apposa son cachet. Monsieur Fogg acquitta les droits de visa et, après avoir froidement salué, il sortit, suivi de son domestique. « Eh bien ?» demanda l'inspecteur. « Eh bien, » répondit le consul, « il a l'air d'un parfait honnête homme. »« Possible, » répondit Fix, « mais ce n'est point ce dont il s'agit. Trouvez-vous, monsieur le consul, que ce flegmatique gentleman ressemble trait pour trait au voleur dont j'ai reçu le signalement ? » ?»« J'en conviens, mais vous le savez, tous les signalements... »« J'en aurais le cœur net, » répondit Fix. « Le domestique me paraît être moins indéchiffrable que le maître. De plus, c'est un Français, qui ne pourra se retenir de parler. À bientôt, monsieur le consul. » Cela dit, l'agent sortit et se mit à la recherche de Passepartout. Cependant, monsieur Fogg, en quittant la maison consulaire, s'était dirigé vers le quai. Là, il donna quelques ordres à son domestique, puis il s'embarqua dans un canot, revint à bord du Mongolia et rentra dans sa cabine. Il prit alors son carnet, qui portait les notes suivantes. Quitter Londres, mercredi 2 octobre, 8h45 soir. Arrivé à Paris, jeudi 3 octobre, 7h20 matin. Quitter Paris, jeudi 8h40 matin. Arrivé Parlement Sennis, à Turin, vendredi 4 octobre, 6h35 matin. Quitter Turin, vendredi 7h20 matin. Arrivé à Brindisi, samedi 5 octobre, 4h soir. Embarqué sur le Mongolia, samedi 5h soir.
Arrivée à Suez, mercredi 9 octobre, 11 heures matin. Total des heures dépensées, 158,5, soit en jour, 6 jours et demi. Monsieur Fogg inscrivit ces dates sur un itinéraire disposé par colonne qui indiquait, depuis le 2 octobre jusqu'au 21 décembre, le mois, le quantième, le jour, les arrivées réglementaires et les arrivées effectives en chaque point principal, Paris, Brindisi, Suez, Bombay, Calcutta, Singapour, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York, Liverpool, Londres, et qui permettait de chiffrer le gain obtenu ou la perte éprouvée à chaque endroit du parcours. Ce méthodique itinéraire tenait ainsi compte de tout, et M. Fogg savait toujours s'il était en avance ou en retard. Il inscrivit donc, ce jour-là, mercredi 9 octobre, son arrivée à Suez, qui, concordant avec l'arrivée réglementaire, ne le constituait ni en gain ni en perte. Puis il se fit servir à déjeuner dans sa cabine. Quant à voir la ville, il n'y pensait même pas, étant de cette race d'Anglais qui font visiter par leurs domestiques les pays qu'ils traversent. Chapitre 8, dans lequel Passepartout parle un peu plus, peut-être, qu'il ne conviendrait. Fix avait en peu d'instants rejoint sur le quai Passepartout, qui flânait et regardait, ne se croyant pas, lui, obligé à ne point voir. « Eh bien, mon ami, lui dit Fix en l'abordant, votre passeport est-il visé ? » « Ah, c'est vous, monsieur, répondit le Français. « Bien obligé, nous sommes parfaitement en règle. »« Et vous regardez le pays ? » ?»« Oui, mais nous allons si vite qu'il me semble que je voyage en rêve. »« Et comme cela, nous sommes à Suez ? » ?»« À Suez. »« En Égypte ? » ?»« En Égypte, parfaitement. »« Et en Afrique ? » ?»« En Afrique. »« En Afrique, répéta Passepartout. Je ne peux y croire. Figurez-vous, monsieur, que je m'imaginais ne pas aller plus loin que Paris, et cette fameuse capitale, je l'ai revue tout juste de 7h20 du matin à 8h40, entre la gare du Nord et la gare de Lyon, à travers les vitres d'un fiacre et par une pluie battante. Je le regrette. J'aurais aimé à revoir le Père Lachaise et le cirque des Champs-Élysées. « Vous êtes donc bien pressé ? » demanda l'inspecteur de police. « Moi, non, mais c'est mon maître. À propos, il faut que j'achète des chaussettes et des chemises. Nous sommes partis sans mal, avec un sac de nuit seulement. Je vais vous conduire à un bazar où vous trouverez tout ce qu'il faut. »« Monsieur, répondit Passepartout, vous êtes vraiment d'une complaisance. » Et tous deux se mirent en route. Passepartout causait toujours. « Surtout, dit-il, que je prenne bien garde de ne pas manquer le bateau. »« Vous avez le temps, répondit Fix. Il n'est encore que midi. » Passepartout tira sa grosse montre. « Midi, dit-il. Allons donc. Il est 9h52. »« Votre montre retarde, répondit Fix. »« Ma montre ? Une montre de famille qui vient de mon arrière-grand-père. Elle ne varie pas de 5 minutes par an. C'est un vrai chronomètre. »« Je vois ce que c'est, répondit Fix. Vous avez gardé l'heure de Londres, qui retarde de 2 heures environ sur Suez. Il faut avoir soin de remettre votre montre au midi de chaque pays. »« Moi, toucher à ma montre ?» s'écria Passepartout. « Jamais. Eh bien, elle ne sera plus d'accord avec le soleil. »« Tant pis pour le soleil, monsieur, c'est lui qui aura tort. » Et le brave garçon remit sa montre dans son gousset avec un geste superbe. Quelques instants après, Fix lui disait « Vous avez donc quitté Londres précipitamment ?»« Je le crois bien, mercredi dernier, à 8h du soir. Contre toutes ses habitudes, M. Fogg revint de son cercle, et 3/4 d'heure après, nous étions partis. »« Mais où va-t-il donc, votre maître ?»« Toujours devant lui. Il fait le tour du monde. »« Le tour du monde ?» s'écria Fix. « Oui, en 80 jours. »« Un pari, dit-il. »« Mais, entre nous, je n'en crois rien. Cela n'aurait pas le sens commun. Il y a autre chose. »« Ah, c'est un original, ce monsieur Fogg ? » ?»« Je le crois. Il est donc riche, évidemment, et il emporte une jolie somme avec lui. En banknotes, toutes neuves. Et il n'épargne pas l'argent en route. Tenez,
Il a promis une prime magnifique aux mécaniciens du Mongolia si nous arrivons à Bombay avec une belle avance. Et vous le connaissez depuis longtemps, votre maître ? Moi ? Répondit Passepartout. Je suis entré à son service le jour même de notre départ. On s'imagine aisément l'effet que ces réponses devaient produire sur l'esprit déjà surexcité de l'inspecteur de police. Ce départ précipité de Londres, peu de temps après le vol, cette grosse somme emportée, cette hâte d'arriver en des pays lointains, ce prétexte d'un Paris excentrique, tout confirmait et devait confirmer Fix dans ses idées. Il fit encore parler le français et acquit la certitude que ce garçon ne connaissait aucunement son maître, que celui-ci vivait isolé à Londres, qu'on le disait riche sans savoir l'origine de sa fortune, que c'était un homme impénétrable, etc. Mais, en même temps, Fix put tenir pour certain que Phileas Fogg ne débarquait point à Suez et qu'il allait réellement à Bombay. « Est-ce loin, Bombay » demanda Passepartout. « Assez loin, » répondit l'agent. « Il vous faut encore une dizaine de jours de mer. »« Et où prenez-vous Bombay ?»« Dans l'Inde. »« En Asie ?»« Naturellement. »« Diable ! C'est que je vais vous dire, il y a une chose qui me tracasse. C'est mon bec. » « Quel bec ?»« Mon bec de gaz que j'ai oublié d'éteindre et qui brûle à mon compte. Or, j'ai calculé que j'en avais pour 2 shillings par 24 heures, juste 6 pence de plus que je ne gagne. Et vous comprenez que, pour peu que le voyage se prolonge... » Fix comprit-il l'affaire du gaz ? C'est peu probable. Il n'écoutait plus et prenait un parti. Le Français et lui étaient arrivés au bazar. Fix laissa son compagnon y faire ses emplettes. Il lui recommanda de ne pas manquer le départ du Mongolia et il revint en toute hâte au bureau de l'agent consulaire. Fix, maintenant que sa conviction était faite, avait repris tout son sang-froid. « Monsieur, dit-il au consul, je n'ai plus aucun doute. Je tiens mon homme. Il se fait passer pour un excentrique qui veut faire le tour du monde en 80 jours. »« Alors, c'est un malin, répondit le consul. Et il compte revenir à Londres après avoir dépisté toutes les polices des 2 continents. »« Nous verrons bien, répondit Fix. »« Mais ne vous trompez-vous pas ? demanda encore une fois le consul. »« Je ne me trompe pas. »« Alors, pourquoi ce voleur a-t-il tenu à faire constater par un visa son passage à Suez ? »« Pourquoi ? Je n'en sais rien, monsieur le consul, répondit le détective. Mais écoutez-moi. Et en quelques mots, il rapporta les points saillants de sa conversation avec le domestique dudit Fogg. « En effet, dit le consul, toutes les présomptions sont contre cet homme. Et qu'allez-vous faire ? » ?»« Lancer une dépêche à Londres avec demande instante de m'adresser un mandat d'arrestation à Bombay, m'embarquer sur le Mongolia, filer mon voleur jusqu'aux Indes, et là, sur cette terre anglaise, l'accoster poliment, mon mandat à la main et la main sur l'épaule. » Ces paroles prononcées froidement, l'agent prit congé du consul et se rendit au bureau télégraphique. De là, il lança au directeur de la police métropolitaine cette dépêche que l'on connaît. Un quart d'heure plus tard, Fix, son léger bagage à la main, bien muni d'argent, d'ailleurs, s'embarquait à bord du Mongolia, et bientôt le rapide steamer filait à toute vapeur sur les eaux de la mer Rouge. Chapitre 9. Où la mer Rouge et la mer des Indes se montrent propices au dessein de Phileas Fogg. La distance entre Suez et Aden est exactement de 1310 milles, et le cahier des charges de la compagnie alloue à ces paquebots un laps de temps de 138 heures pour la franchir. Le Mongolia, dont les feux étaient activement poussés, marchait de manière à devancer l'arrivée réglementaire. La plupart des passagers embarqués à Brindisi avaient presque tous l'Inde pour destination. Les uns se rendaient à Bombay, les autres à Calcutta, mais via Bombay, car depuis qu'un chemin de fer traverse dans toute sa largeur la péninsule indienne, il n'est plus nécessaire de doubler la pointe de Ceylan. Parmi ces passagers du Mongolia, on comptait divers fonctionnaires civils et des officiers de tout grade. De ceux-ci, les uns appartenaient à l'armée britannique proprement dite, les autres commandaient les troupes indigènes de Sipahi, tous chèrement appointés, même à présent que le gouvernement s'est substitué aux droits et aux charges de l'ancienne Compagnie des Indes. Sous-lieutenant à 7 000 francs,
brigadiers à 60 000, généraux à 100 000. Le traitement des fonctionnaires civils est encore plus élevé. Les simples assistants, au premier degré de la hiérarchie, ont 12 000 francs. Les juges, 60 000 francs. Les présidents de cour, 250 000 francs. Les gouverneurs, 300 000 francs. Et le gouverneur général, plus de 600 000 francs. On vivait donc bien à bord du Mongolia, dans cette société de fonctionnaires, auxquels se mêlaient quelques jeunes Anglais qui, le million en poche, allaient fonder au loin des comptoirs de commerce. Le purser, l'homme de confiance de la compagnie, l'égal du capitaine à bord, faisait somptueusement les choses. Au déjeuner du matin, au lunch de 2 heures, au dîner de 5h30, au souper de 8 heures, les tables pliaient sous les plats de viande fraîche et les entremets fournis par la boucherie et les offices du paquebot. Les passagères, il y en avait quelques-unes, changeaient de toilette 2 fois par jour. On faisait de la musique, on dansait même, quand la mer le permettait. Mais la mer Rouge est fort capricieuse et trop souvent mauvaise, comme tous ces golfes étroits et longs. Quand le vent soufflait, soit de la côte d'Asie, soit de la côte d'Afrique, le Mongolia, long fuseau à hélice, pris par le travers, roulait épouvantablement. Les dames disparaissaient alors, les pianos se taisaient, chants et danses cessaient à la fois. Et pourtant, malgré la rafale, malgré la houle, le paquebot, poussé par sa puissante machine, courait sans retard vers le détroit de Bab el-Mandeb. Que faisait Phileas Fogg pendant ce temps ? On pourrait croire que, toujours inquiet et anxieux, il se préoccupait des changements de vent nuisibles à la marche du navire, des mouvements désordonnés de la houle qui risquaient d'occasionner un accident à la machine, enfin, de toutes les avaries possibles qui, en obligeant le Mongolia à relâcher dans quelque port, auraient compromis son voyage ? Aucunement. Ou tout au moins, si ce gentleman songeait à ces éventualités, il n'en laissait rien paraître. C'était toujours l'homme impassible, le membre imperturbable du Reform Club, qu'aucun incident ou accident ne pouvait surprendre. Il ne paraissait pas plus ému que les chronomètres du bord. On le voyait rarement sur le pont, il s'inquiétait peu d'observer cette mer Rouge, si féconde en souvenirs, ce théâtre des premières scènes historiques de l'humanité. Il ne venait pas reconnaître les curieuses villes semées sur ses bords, et dont la pittoresque silhouette se découpait quelquefois à l'horizon. Il ne rêvait même pas au danger de ce golfe arabique, dont les anciens historiens, Strabon, Arrien, Artémidore, Édrisi, ont toujours parlé avec épouvante, et sur lequel les navigateurs ne se hasardaient jamais autrefois sans avoir consacré leur voyage par des sacrifices propitiatoires. Que faisait donc cet original, emprisonné dans le Mongolia ? D'abord, il faisait ses 4 repas par jour, sans que jamais ni roulis ni tangage pussent détraquer une machine si merveilleusement organisée. Puis, il jouait au whist. Oui, il avait rencontré des partenaires aussi enragés que lui, un collecteur de taxes qui se rendait à son poste à Goa, un ministre, le révérend Decimus Smith retournant à Bombay et un brigadier général de l'armée anglaise qui rejoignait son corps à Bénarès. Ces 3 passagers avaient pour le whist la même passion que M. Fogg, et ils jouaient pendant des heures entières, non moins silencieusement que lui. Quant à Passepartout, le mal de mer n'avait aucune prise sur lui. Il occupait une cabine à l'avant et mangeait lui aussi consciencieusement. Il faut dire que, décidément, ce voyage, fait dans ces conditions, ne lui déplaisait plus. Il en prenait son parti. Bien nourri, bien logé, il voyait du pays, et d'ailleurs, il s'affirmait à lui-même que toute cette fantaisie finirait à Bombay. Le lendemain du départ de Suez, le 10 octobre, ce ne fut pas sans un certain plaisir qu'il rencontra sur le pont l'obligeant personnage auquel il s'était adressé en débarquant en Égypte. « Je ne me trompe pas, dit-il, en l'abordant avec son plus aimable sourire. « C'est bien vous, monsieur, qui m'avez si complaisamment servi de guide à Suez ?»« En effet, répondit le détective, je vous reconnais. Vous êtes le domestique de cet Anglais original. Précisément, monsieur Fix. »« Monsieur Fix, répondit Passepartout, enchanté de vous retrouver à bord. Et où allez-vous donc ? »« Mais, ainsi que vous, à Bombay. »« C'est au mieux,
Est-ce que vous avez déjà fait ce voyage ? Plusieurs fois, répondit Fix. Je suis un agent de la compagnie péninsulaire. Alors, vous connaissez l'Inde ? Mais oui, répondit Fix, qui ne voulait pas trop s'avancer. Et c'est curieux, cette Inde-là ? Très curieux. Des mosquées, des minarets, des temples, des fakirs, des pagodes, des tigres, des serpents, des bayadères. Mais il faut espérer que vous aurez le temps de visiter le pays. Je l'espère, monsieur Fix. Vous comprenez bien qu'il n'est pas permis à un homme sain d'esprit de passer sa vie à sauter d'un paquebot dans un chemin de fer et d'un chemin de fer dans un paquebot sous prétexte de faire le tour du monde en 80 jours. Non, toute cette gymnastique cessera à Bombay, n'en doutez pas. Et il se porte bien, monsieur Fogg ? Demanda Fix du ton le plus naturel. Très bien, monsieur Fix. Moi aussi, d'ailleurs. Je mange comme un ogre qui serait à jeun. C'est l'air de la mer. Et votre maître ? Je ne le vois jamais sur le pont. Jamais. Il n'est pas curieux. Savez-vous, monsieur Passepartout, que ce prétendu voyage en 80 jours pourrait bien cacher quelque mission secrète ? Une mission diplomatique, par exemple ? Ma foi, monsieur Fix, je n'en sais rien, je vous l'avoue, et, au fond, je ne donnerais pas une demi-couronne pour le savoir. Depuis cette rencontre, Passepartout et Fix causèrent souvent ensemble. L'inspecteur de police tenait à se lier avec le domestique de sieur Fogg. Cela pouvait le servir à l'occasion. Il lui offrait donc souvent, au bar-room du Mongolia, quelques verres de whisky ou de pale ale, que le brave garçon acceptait sans cérémonie et rendait même, pour ne pas être en reste, trouvant d'ailleurs ce Fix un gentleman bien honnête. Cependant, le paquebot s'avançait rapidement. Le 13, on eut connaissance de Moka, qui apparut dans sa ceinture de murailles ruinées, au-dessus desquelles se détachaient quelques dattiers verdoyants. Au loin, dans les montagnes, se développaient de vastes champs de caféiers. Passepartout fut ravi de contempler cette ville célèbre, et il trouva même qu'avec ses murs circulaires et un fort démantelé qui se dessinait comme une anse, elle ressemblait à une énorme demi-tasse. Pendant la nuit suivante, le Mongolia franchit le détroit de Bab-el-Mandeb, dont le nom arabe signifie « la porte des larmes », et le lendemain, 14, il faisait escale à Steamer Point, au nord-ouest de la rade d'Aden. C'est là qu'il devait se réapprovisionner de combustible. Grave et importante affaire que cette alimentation du foyer des paquebots à de telles distances des centres de production. Rien que pour la compagnie péninsulaire, c'est une dépense annuelle qui se chiffre par 800 000 livres, 20 millions de francs. Il a fallu, en effet, établir des dépôts en plusieurs ports et, dans ces mers éloignées, le charbon revient à 80 francs la tonne. Le Mongolia avait encore 1650 000 à faire avant d'atteindre Bombay et il devait rester 4 heures à Steamer Point afin de remplir ses soutes. Mais ce retard ne pouvait nuire en aucune façon au programme de Phileas Fogg. Il était prévu. D'ailleurs, le Mongolia, au lieu d'arriver à Aden le 15 octobre seulement au matin, y entrait le 14 au soir. C'était un gain de 15 heures. M. Fogg et son domestique descendirent à terre. Le gentleman voulait faire viser son passeport. Fix le suivit sans être remarqué. La formalité du visa accomplie, Phileas Fogg revint à bord reprendre sa partie interrompue. Passepartout, lui, flâna, suivant sa coutume, au milieu de cette population de Somalis, de Banians, de Parsis, de Juifs, d'Arabes, d'Européens, composant les 25 000 habitants d'Aden. Il admira les fortifications qui font de cette ville le Gibraltar de la mer des Indes et de magnifiques citernes auxquelles travaillaient encore les ingénieurs anglais 2000 ans après les ingénieurs du roi Salomon. « Très curieux, se disait Passepartout en revenant à bord. « Je m'aperçois qu'il n'est pas inutile de voyager si l'on veut voir du nouveau. » À 6 heures du soir, le Mongolia battait des branches de son hélice les eaux de la rade d'Aden et courait bientôt sur la mer des Indes. Il lui était accordé 168 heures pour accomplir la traversée entre Aden et Bombay. Du reste, cette mer indienne lui fut favorable. Le vent tenait dans le nord-ouest. Les voiles vinrent en aide à la vapeur. Le navire, mieux appuyé, roula moins. Les passagères, en fraîche toilette, reparurent sur le pont. Les chants et les danses recommencèrent.
Le voyage s'accomplit donc dans les meilleures conditions. Passepartout était enchanté de l'aimable compagnon que le hasard lui avait procuré en la personne de Fix. Le dimanche 20 octobre, vers midi, on eut connaissance de la côte indienne. 2 heures plus tard, le pilote montait à bord du Mongolia. À l'horizon, un arrière-plan de collines se profilait harmonieusement sur le fond du ciel. Bientôt, les rangs de palmiers qui couvrent la ville se détachèrent vivement. Le paquebot pénétra dans cette rade formée par les îles Salsette, Colaba, Elephanta, Butcher, et à 4h30, il accostait les quais de Bombay. Phileas Fogg achevait alors le 33e robre de la journée et son partenaire et lui, grâce à une manœuvre audacieuse, ayant fait les 13 levées, terminèrent cette belle traversée par un chelem admirable. Le Mongolia ne devait arriver que le 22 octobre à Bombay. Or, il y arrivait le 20. C'était donc, depuis son départ de Londres, un gain de 2 jours que Phileas Fogg inscrivit méthodiquement sur son itinéraire à la colonne des bénéfices. Chapitre 10. Où Passepartout est trop heureux d'en être quitte en perdant sa chaussure. Personne n'ignore que l'Inde, ce grand triangle renversé dont la base est au nord et la pointe au sud, comprend une superficie de 1400 000 milles carrés, sur laquelle est inégalement répandue une population de 180 millions d'habitants. Le gouvernement britannique exerce une domination réelle sur une certaine partie de cet immense pays. Il entretient un gouverneur général à Calcutta, des gouverneurs à Madras, à Bombay, au Bengale et un lieutenant-gouverneur à Agra. Mais l'Inde anglaise, proprement dite, ne compte qu'une superficie de 700 000 milles carrés et une population de 100 à 110 millions d'habitants. C'est assez dire qu'une notable partie du territoire échappe encore à l'autorité de la reine. Et, en effet, chez certains rajas de l'intérieur, farouches et terribles, l'indépendance hindoue est encore absolue. Depuis 1756, époque à laquelle fut fondé le premier établissement anglais sur l'emplacement aujourd'hui occupé par la ville de Madras, jusqu'à cette année dans laquelle éclata la grande insurrection des Sipais, la célèbre Compagnie des Indes fut toute puissante. Elle s'annexait peu à peu les diverses provinces, achetées au Raja au prix de rente qu'elle payait peu ou point. Elle nommait son gouverneur général et tous ses employés civils ou militaires. Mais maintenant, elle n'existe plus et les possessions anglaises de l'Inde relèvent directement de la couronne. Aussi, l'aspect, les mœurs, les divisions ethnographiques de la péninsule tendent à se modifier chaque jour. Autrefois, on y voyageait par tous les antiques moyens de transport, à pied, à cheval, en charrette, en brouette, en palanquin, à dos d'homme, en coach, etc. Maintenant, des steamboats parcourent à grande vitesse l'Indus, le Gange et un chemin de fer qui traverse l'Inde dans toute sa largeur en se ramifiant sur son parcours, met Bombay à 3 jours seulement de Calcutta. Le tracé de ce chemin de fer ne suit pas la ligne droite à travers l'Inde. La distance à vol d'oiseau n'est que de 1000 à 1100 milles, et des trains, animés d'une vitesse moyenne seulement, n'emploieraient pas 3 jours à la franchir. Mais cette distance est accrue d'un tiers, au moins, par la corde que décrit le railway en s'élevant jusqu'à Allahabad, dans le nord de la péninsule. Voici en somme le tracé à grands points du Great Indian Peninsular Railway. En quittant l'île de Bombay, il traverse Salsette, saute sur le continent en face de Tana, franchit la chaîne des Ghats occidentales, court au nord-est jusqu'à Burhanpur, sillonne le territoire à peu près indépendant du Bundelkund, s'élève jusqu'à Allahabad, s'infléchit vers l'est, rencontre le Gange à Bénarès, s'en écarte légèrement et, redescendant au sud-est par Burdivan et la ville française de Chandernagore, il fait tête de ligne à Calcutta. C'était à 4h30 du soir que les passagers du Mongolia avaient débarqué à Bombay et le train de Calcutta partait à 8h précises. M. Fogg prit donc congé de ses partenaires, quitta le paquebot
donna à son domestique le détail de quelques emplettes à faire, lui recommanda expressément de se trouver avant 8 heures à la gare, et, de son pas régulier qui battait la seconde comme le pendule d'une horloge astronomique, il se dirigea vers le bureau des passeports. Ainsi donc, des merveilles de Bombay, il ne songeait à rien voir, ni l'hôtel de ville, ni la magnifique bibliothèque, ni les forts, ni les docks, ni le marché au coton, ni les bazars, ni les mosquées, ni les synagogues, ni les églises arméniennes, ni la splendide pagode de Malabar Hill, ornée de 2 tours polygones. Il ne contemplerait ni les chefs-d'œuvre d'Elephanta, ni ses mystérieux hypogées cachés au sud-est de la rade, ni les grottes Kanhéri de l'île Salsette, ces admirables restes de l'architecture bouddhiste. Non, rien. En sortant du bureau des passeports, Phileas Fogg se rendit tranquillement à la gare, et là, il se fit servir à dîner. Entre autres mets, le maître d'hôtel crut devoir lui recommander une certaine gibelotte de lapin du pays, dont il lui dit merveille. Phileas Fogg accepta la gibelotte et la goûta consciencieusement. Mais, en dépit de sa sauce épicée, il la trouva détestable. Il sonna le maître d'hôtel. « Monsieur, lui dit-il en le regardant fixement, c'est du lapin, cela ?»« Oui, milord, répondit effrontément le drôle, du lapin des jungles. » Et ce lapin-là n'a pas miaulé quand on l'a tué ? Miaulé ? Oh, milord, un lapin, je vous jure. Monsieur le maître d'hôtel, reprit froidement monsieur Fogg, ne jurez pas et rappelez-vous ceci. Autrefois, dans l'Inde, les chats étaient considérés comme des animaux sacrés. C'était le bon temps. Pour les chats, milord, et peut-être aussi pour les voyageurs. Cette observation faite, M. Fogg continua tranquillement à dîner. Quelques instants après M. Fogg, l'agent Fix avait, lui aussi, débarqué du Mongolia et courut chez le directeur de la police de Bombay. Il fit reconnaître sa qualité de détective, la mission dont il était chargé, sa situation vis-à-vis de l'auteur présumé du vol. Avait-on reçu de Londres un mandat d'arrêt ? On n'avait rien reçu. Et, en effet, le mandat parti après Fogg ne pouvait être encore arrivé. Fix resta fort décontenancé. Il voulut obtenir du directeur un ordre d'arrestation contre le sieur Fogg. Le directeur refusa. L'affaire regardait l'administration métropolitaine, et celle-ci seule pouvait légalement délivrer un mandat. Cette sévérité de principe, cette observance rigoureuse de la légalité est parfaitement explicable avec les mœurs anglaises, qui, en matière de liberté individuelle, n'admettent aucun arbitraire. Fix n'insista pas et comprit qu'il devait se résigner à attendre son mandat, mais il résolut de ne point perdre de vue son impénétrable coquin pendant tout le temps que celui-ci demeurerait à Bombay. Il ne doutait pas que Phileas Fogg n'y séjournât, et, on le sait, c'était aussi la conviction de Passepartout, ce qui laisserait au mandat d'arrêt le temps d'arriver. Mais depuis les derniers ordres que lui avait donnés son maître en quittant le Mongolia, Passepartout avait bien compris qu'il en serait de Bombay comme de Suez et de Paris, que le voyage ne finirait pas ici, qu'il se poursuivrait au moins jusqu'à Calcutta, et peut-être plus loin. Et il commença à se demander si ce pari de M. Fogg n'était pas absolument sérieux, et si la fatalité ne l'entraînait pas, lui qui voulait vivre en repos, à accomplir le tour du monde en 80 jours. En attendant, et après avoir fait acquisition de quelques chemises et chaussettes, il se promenait dans les rues de Bombay. Il y avait grand concours de populaires, et, au milieu d'Européens de toutes nationalités, des Persans à bonnet pointu, des Bunyas à turban rond, des Sindes à bonnet carré, des Arméniens en longue robe, des Parsis à mitre noire. C'était précisément une fête célébrée par ces Parsis ou Guèbres, descendants directs des sectateurs de Zoroastre, qui sont les plus industrieux, les plus civilisés, les plus intelligents, les plus austères des hindous, race à laquelle appartiennent actuellement les riches négociants indigènes de Bombay. Ce jour-là, ils célébraient une sorte de carnaval religieux, avec processions et divertissements, dans lesquels figuraient des bayadères vêtus de gazes roses brochés d'or et d'argent,
qui, au son des viols et au bruit des tam-tams, dansait merveilleusement et avec une décence parfaite d'ailleurs. Si Passepartout regardait ces curieuses cérémonies, si ses yeux et ses oreilles s'ouvraient démesurément pour voir et entendre, si son air, sa physionomie était bien celle du boubi, le plus neuf qu'on pût imaginer, il est superflu d'y insister ici. Malheureusement pour lui et pour son maître, dont il risqua de compromettre le voyage, sa curiosité l'entraîna plus loin qu'il ne convenait. En effet, après avoir entrevu ce carnaval par-ci, Passepartout se dirigeait vers la gare quand, passant devant l'admirable pagode de Malbar Hill, il eut la malencontreuse idée d'en visiter l'intérieur. Il ignorait deux choses. D'abord que l'entrée de certaines pagodes hindoues est formellement interdite aux chrétiens, et ensuite que les croyants eux-mêmes ne peuvent y pénétrer sans avoir laissé leurs chaussures à la porte. Il faut remarquer ici que, par raison de scènes politiques, le gouvernement anglais, respectant et faisant respecter jusque dans ses plus insignifiants détails la religion du pays, punit sévèrement quiconque en viole les pratiques. Passepartout, entré là, sans penser à mal, comme un simple touriste, admirait, à l'intérieur de Malbar Hill, ce clinquant éblouissant de l'ornementation brahmanique, quand, soudain, il fut renversé sur les dalles sacrées. 3 prêtres, le regard plein de fureur, se précipitèrent sur lui, arrachèrent ses souliers et ses chaussettes et commencèrent à le rouer de coups en proférant des cris sauvages. Le Français, vigoureux et agile, se releva vivement. D'un coup de poing et d'un coup de pied, il renversa 2 de ses adversaires, fort empêtrés dans leurs longues robes, et, s'élançant hors de la pagode de toute la vitesse de ses jambes, il eut bientôt distancé le 3e hindou, qui s'était jeté sur ses traces en ameutant la foule. À 8h moins 5, quelques minutes seulement avant le départ du train, sans chapeau, pieds nus, ayant perdu dans la bagarre le paquet contenant ses emplettes, Passepartout arrivait à la gare du chemin de fer. Fix était là, sur le quai d'embarquement. Ayant suivi le sieur Fogg à la gare, il avait compris que ce coquin allait quitter Bombay. Son parti fut aussitôt pris de l'accompagner jusqu'à Calcutta et plus loin s'il le fallait. Passepartout ne vit pas Fix, qui se tenait dans l'ombre, mais Fix entendit le récit de ses aventures, que Passepartout narra en peu de mots à son maître. « J'espère que cela ne vous arrivera plus, » répondit simplement Phileas Fogg, en prenant place dans un des wagons du train. Le pauvre garçon, pieds nus et tout déconfit, suivit son maître sans mot dire. Fix allait monter dans un wagon séparé quand une pensée le retint et modifia subitement son projet de départ. « Non, je reste, se dit-il, un délit commis sur le territoire indien. Je tiens mon homme. » En ce moment, la locomotive lança un vigoureux sifflet et le train disparut dans la nuit. Chapitre 11 où Phileas Fogg achète une monture à un prix fabuleux. Le train était parti à l'heure réglementaire. Il emportait un certain nombre de voyageurs, quelques officiers, des fonctionnaires civils et des négociants en opium et en indigo que leur commerce appelait dans la partie orientale de la péninsule. Passepartout occupait le même compartiment que son maître. Un 3e voyageur se trouvait placé dans le coin opposé. C'était le brigadier général Sir Francis Cromarty, l'un des partenaires de M. Fogg pendant la traversée de Suez à Bombay, qui rejoignait ses troupes cantonnées auprès de Bénarès. Sir Francis Cromarty, grand, blond, âgé de 50 ans environ, qui s'était fort distingué pendant la dernière révolte des Cipayes, eût véritablement mérité la qualification d'indigène. Depuis son jeune âge, il habitait l'Inde et n'avait fait que de rares apparitions dans son pays natal. C'était un homme instruit qui aurait volontiers donné des renseignements sur les coutumes, l'histoire, l'organisation du pays hindou, si Phileas Fogg eût été homme à les demander. Mais ce gentleman ne demandait rien. Il ne voyageait pas, il décrivait une circonférence. C'était un corps grave, parcourant une orbite autour du globe terrestre, suivant les lois de la mécanique rationnelle. En ce moment, il refaisait dans son esprit le calcul des heures dépensées depuis son départ de Londres, et il se fût frotté les mains s'il eût été dans sa nature de faire un mouvement inutile. Sir Francis Cromarty n'était pas sans avoir reconnu l'originalité de son compagnon de route,
bien qu'il ne l'eût étudié que les cartes à la main et entre deux robres. Il était donc fondé à se demander si un cœur humain battait sous cette froide enveloppe, si Phileas Fogg avait une âme sensible aux beautés de la nature, aux aspirations morales. Pour lui, cela faisait question. De tous les originaux que le brigadier général avait rencontrés, aucun n'était comparable à ce produit des sciences exactes. Phileas Fogg n'avait point caché à Sir Francis Cromarty son projet de voyage autour du monde, ni dans quelles conditions il l'opérait. Le brigadier général ne vit dans ce pari qu'une excentricité sans but utile et à laquelle manquerait nécessairement le transir benefaciendo qui doit guider tout homme raisonnable. Au train dont marchait le bizarre gentleman, il passerait évidemment sans rien faire, ni pour lui, ni pour les autres. 1 heure après avoir quitté Bombay, le train, franchissant les viaducs, avait traversé l'île Salsette et courait sur le continent. À la station de Kalyan, il laissa sur la droite l'embranchement qui, par Kandala et Poona, descend vers le sud-est de l'Inde, et il gagna la station de Powell. À ce point, il s'engagea dans les montagnes très ramifiées des Ghats occidentales, chaînes à base de trappes et de basalte, dont les plus hauts sommets sont couverts de bois épais. De temps à autre, Sir Francis Cromarty et Phileas Fogg échangeaient quelques paroles, et, à ce moment, le brigadier général, relevant une conversation qui tombait souvent, dit « Il y a quelques années, monsieur Fogg, vous auriez éprouvé en cet endroit un retard qui eût probablement compromis votre itinéraire. » « Pourquoi cela, Sir Francis ? » Parce que le chemin de fer s'arrêtait à la base de ces montagnes, qu'il fallait traverser en palanquin ou à dos de poney jusqu'à la station de Kandala, située sur le versant opposé. « Ce retard n'eût aucunement dérangé l'économie de mon programme, répondit M. Fogg. Je ne suis pas sans avoir prévu l'éventualité de certains obstacles. Cependant, M. Fogg, reprit le brigadier général, vous risquiez d'avoir une fort mauvaise affaire sur les bras avec l'aventure de ce garçon. Passepartout, les pieds entortillés dans sa couverture de voyage, dormait profondément et ne rêvait guère que l'on parlât de lui. « Le gouvernement anglais est extrêmement sévère et avec raison pour ce genre de délit, reprit Sir Francis Cromarty. Il tient par-dessus tout à ce que l'on respecte les coutumes religieuses des hindous, et si votre domestique eût été pris… »« Eh bien, s'il eût été pris, Sir Francis, répondit M. Fogg, il aurait été condamné, il aurait subi sa peine, et puis il serait revenu tranquillement en Europe. Je ne vois pas en quoi cette affaire eût pu retarder son maître. » Et là-dessus, la conversation retomba. Pendant la nuit, le train franchit les Ghats, passa à Nassik, et le lendemain, 21 octobre, il s'élançait à travers un pays relativement plat, formé par le territoire du Khandesh. La campagne bien cultivée était semée de bourgades, au-dessus desquelles le minaret de la pagode remplaçait le clocher de l'église européenne. De nombreux petits cours d'eau, la plupart affluents ou sous-affluents du Godavari, irriguaient cette contrée fertile. Passepartout, réveillé, regardait et ne pouvait croire qu'il traversait le pays des hindous dans un train du Great Peninsular Railway. Cela lui paraissait invraisemblable. Et cependant, rien de plus réel. La locomotive, dirigée par le bras d'un mécanicien anglais et chauffée de houille anglaise, lançait sa fumée sur les plantations de caféiers, de muscadiers, de girofliers, de poivriers rouges. La vapeur se contournait en spirale autour des groupes de palmiers, entre lesquels apparaissaient de pittoresques bungalows, quelques viharis, sortes de monastères abandonnés, et des temples merveilleux qu'enrichissait l'inépuisable ornementation de l'architecture indienne. Puis, d'immenses étendues de terrain se dessinaient à perte de vue, des jungles où ne manquaient ni les serpents ni les tigres, qu'épouvantaient les hennissements du train, et enfin des forêts fendues par le tracé de la voie, encore hantées d'éléphants qui, d'un œil pensif, regardaient passer le convoi échevelé. Pendant cette matinée, au-delà de la station de Malligom, les voyageurs,
traversèrent ce territoire funeste qui fut si souvent ensanglanté par les sectateurs de la déesse Kali. Non loin s'élevait Ellora et ses pagodes admirables, non loin la célèbre Aurungabad, la capitale du farouche Aurangzeb, maintenant simple chef-lieu de l'une des provinces détachées du royaume du Nizam. C'était sur cette contrée que Feringhea, le chef des Thugs, le roi des étrangleurs, exerçait sa domination. Ces assassins, unis dans une association insaisissable, étranglaient, en l'honneur de la déesse de la mort, des victimes de tout âge, sans jamais verser de sang, et il fut un temps où l'on ne pouvait fouiller un endroit quelconque de ce sol sans y trouver un cadavre. Le gouvernement anglais a bien pu empêcher ces meurtres dans une notable proportion, mais l'épouvantable association existe toujours et fonctionne encore. À 12h30, le train s'arrêta à la station de Burhanpur et Passepartout put s'y procurer à prix d'or une paire de babouches agrémentées de perles fausses qu'il chaussa avec un sentiment d'évidente vanité. Les voyageurs déjeunèrent rapidement et repartirent pour la station d'Assurgur, après avoir un instant côtoyé la rive du Tapti, petit fleuve qui va se jeter dans le golfe de Cambay près de Surat. Il est opportun de faire connaître quelle pensée occupait alors l'esprit de Passepartout. Jusqu'à son arrivée à Bombay, il avait cru et pu croire que ces choses en resteraient là. Mais maintenant, depuis qu'il filait à toute vapeur à travers l'Inde, un revirement s'était fait dans son esprit. Son naturel lui revenait au galop. Il retrouvait les idées fantaisistes de sa jeunesse. Il prenait au sérieux les projets de son maître. Il croyait à la réalité du pari, conséquemment à ce tour du monde et à ce maximum de temps qu'il ne fallait pas dépasser. Déjà même, il s'inquiétait des retards possibles, des accidents qui pouvaient survenir en route. Il se sentait comme intéressé dans cette gageure et tremblait à la pensée qu'il avait pu la compromettre la veille par son impardonnable badauderie. Aussi, beaucoup moins flegmatique que M. Fogg, il était beaucoup plus inquiet. Il comptait et recomptait les jours écoulés, maudissait les haltes du train, l'accusait de lenteur et blâmait in petto M. Fogg de n'avoir pas promis une prime aux mécaniciens. Il ne savait pas, le brave garçon, que ce qui était possible sur un paquebot ne l'était plus sur un chemin de fer dont la vitesse est réglementée. Vers le soir, on s'engagea dans les défilés des montagnes de Sudpur, qui séparent le territoire du Khandesh de celui du Bundelkund. Le lendemain, 22 octobre, sur une question de Sir Francis Cromarty, Passepartout, ayant consulté sa montre, répondit qu'il était 3 heures du matin. Et en effet, cette fameuse montre, toujours réglée sur le méridien de Greenwich, qui se trouvait à près de 77 degrés dans l'ouest, devait retarder et retardait en effet de 4 heures. Sir Francis rectifia donc l'heure donnée par Passepartout, auquel il fit la même observation que celui-ci avait déjà reçue de la part de Fix. Il essaya de lui faire comprendre qu'il devait se régler sur chaque nouveau méridien et que, puisqu'il marchait constamment vers l'est, c'est-à-dire au devant du soleil, les jours étaient plus courts d'autant de fois 4 minutes qu'il y avait de degrés parcourus. Ce fut inutile. Que l'entêté garçon eût compris ou non l'observation du brigadier général, il s'obstina à ne pas avancer sa montre, qu'il maintint invariablement à l'heure de Londres. Innocente manie, d'ailleurs, et qui ne pouvait nuire à personne. À 8 heures du matin et à 15 milles en avant de la station de Rothal, le train s'arrêta au milieu d'une vaste clairière bordée de quelques bungalows et de cabanes d'ouvriers. Le conducteur du train passa devant la ligne des wagons en disant « Les voyageurs descendent ici ». Phileas Fogg regarda Sir Francis Cromarty, qui parut ne rien comprendre à cette halte au milieu d'une forêt de tamarins et de cajours. Passepartout, non moins surpris, s'élança sur la voie et revint presque aussitôt, s'écriant « Monsieur, plus de chemin de fer !»« Que voulez-vous dire ?» demanda Sir Francis Cromarty. « Je veux dire que le train ne continue pas. » Le brigadier général descendit aussitôt de wagon. Phileas Fogg le suivit sans se presser. Tous deux s'adressèrent au conducteur.
Où sommes-nous ? Demanda sir Francis Cromarty. Au hameau de Colby, répondit le conducteur. Nous nous arrêtons ici ? Sans doute, le chemin de fer n'est point achevé. Comment ? Il n'est point achevé ? Non, il y a encore un tronçon d'une 50aine de milles à établir entre ce point et Allahabad, où la voie reprend. Les journaux ont pourtant annoncé l'ouverture complète du railway. Que voulez-vous, mon officier ? Les journaux se sont trompés. Et vous donnez des billets de Bombay à Calcutta, reprit sir Francis Cromarty, qui commençait à s'échauffer. Sans doute, répondit le conducteur, mais les voyageurs savent bien qu'ils doivent se faire transporter de Colby jusqu'à Allahabad. Sir Francis Cromarty était furieux. Passepartout eût volontiers assommé le conducteur, qui n'en pouvait mais. Il n'osait regarder son maître. Sir Francis, dit simplement M. Fogg, nous allons, si vous le voulez bien, aviser aux moyens de gagner Allahabad. Monsieur Fogg, il s'agit ici d'un retard absolument préjudiciable à vos intérêts. Non, sir Francis, cela a été prévu. Quoi ? Vous saviez que la voie... En aucune façon, mais je savais qu'un obstacle quelconque surgirait tôt ou tard sur ma route. Or, rien n'est compromis. J'ai 2 jours d'avance à sacrifier. Il y a un steamer qui part de Calcutta pour Hong Kong le 25 à midi. Nous ne sommes qu'au 22 et nous arriverons à temps à Calcutta. Il n'y avait rien à dire à une réponse faite avec une si complète assurance. Il n'était que trop vrai que les travaux du chemin de fer s'arrêtaient à ce point. Les journaux sont comme certaines montres qui ont la manie d'avancer, et ils avaient prématurément annoncé l'achèvement de la ligne. La plupart des voyageurs connaissaient cette interruption de la voie, et, en descendant du train, ils s'étaient emparés des véhicules de toutes sortes que possédait la bourgade, palkigharis à 4 roues, charrettes traînées par des zébus, sortes de bœufs à bosses, chars de voyage ressemblant à des pagodes ambulantes, palanquins, poneys, etc. Aussi, M. Fogg et sir Francis Cromarty, après avoir cherché dans toute la bourgade, revinrent-ils sans avoir rien trouvé. « J'irai à pied, dit Phileas Fogg. Passepartout, qui rejoignait alors son maître, fit une grimace significative, en considérant ses magnifiques mais insuffisantes babouches. Fort heureusement, il avait été de son côté à la découverte, et, en hésitant un peu, « Monsieur, dit-il, je crois que j'ai trouvé un moyen de transport. »« Lequel ? » ?»« Un éléphant. Un éléphant qui appartient à un Indien logé à 100 pas d'ici. »« Allons voir l'éléphant, » répondit M. Fogg. 5 minutes plus tard, Phileas Fogg, sir Francis Cromarty et Passepartout arrivaient près d'une hutte qui attenait à un enclos fermé de hautes palissades. Dans la hutte, il y avait un Indien, et, dans l'enclos, un éléphant. Sur leur demande, l'Indien introduisit M. Fogg et ses 2 compagnons dans l'enclos. Là, ils se trouvèrent en présence d'un animal, à demi domestiqué, que son propriétaire élevait, non pour en faire une bête de somme, mais une bête de combat. Dans ce but, il avait commencé à modifier le caractère naturellement doux de l'animal, de façon à le conduire graduellement à ce paroxysme de rage appelé « moch » dans la langue hindoue, et cela en le nourrissant pendant 3 mois de sucre et de beurre. Ce traitement peut paraître impropre à donner un tel résultat, mais il n'en est pas moins employé avec succès par les éleveurs. Très heureusement pour M. Fogg, l'éléphant en question venait à peine d'être mis à ce régime, et le mutch ne s'était point encore déclaré. Kiuni, c'était le nom de la bête, pouvait, comme tous ses congénères, fournir pendant longtemps une marche rapide et, à défaut d'autre monture, Phileas Fogg résolut de l'employer. Mais les éléphants sont chers dans l'Inde, où ils commencent à devenir rares. Les mâles, qui seuls conviennent aux luttes des cirques, sont extrêmement recherchés. Ces animaux ne se reproduisent que rarement quand ils sont réduits à l'état de domesticité, de telle sorte qu'on ne peut s'en procurer que par la chasse. Aussi sont-ils l'objet de soins extrêmes, et lorsque M. Fogg demanda à l'Indien s'il voulait lui louer son éléphant, l'Indien refusa net. Fogg insista et offrit de la bête un prix excessif, 10 livres,
250 francs l'heure. Refus. 20 livres, refus encore. 40 livres, refus toujours. Passepartout bondissait à chaque surenchère. Mais l'Indien ne se laissait pas tenter. La somme était belle, cependant. En admettant que l'éléphant employât 15 heures à se rendre à Allahabad, c'était 600 livres, 15 000 francs, qu'il rapporterait à son propriétaire. Phileas Fogg, sans s'animer en aucune façon, proposa alors à l'Indien de lui acheter sa bête et lui en offrit tout d'abord 1000 livres, 25 000 francs. L'Indien ne voulait pas vendre. Peut-être le drôle flairait-il une magnifique affaire. Sir Francis Cromarty prit M. Fogg à part et l'engagea à réfléchir avant d'aller plus loin. Phileas Fogg répondit à son compagnon qu'il n'avait pas l'habitude d'agir sans réflexion, qu'il s'agissait en fin de compte d'un pari de 20 000 livres, que cet éléphant lui était nécessaire et que, dût-il le payer 20 fois sa valeur, il aurait cet éléphant. M. Fogg revint trouver l'Indien, dont les petits yeux allumés par la convoitise laissaient bien voir que, pour lui, ce n'était qu'une question de prix. Phileas Fogg offrit successivement 1200 livres, puis 1500, puis 1800, enfin 2000, 50 000 francs. Passepartout, si rouge d'ordinaire, était pâle d'émotion. À 2000 livres, l'Indien se rendit. « Par mes babouches !» s'écria Passepartout. « Voilà qui met à un beau prix la viande d'éléphant !» L'affaire conclue, il ne s'agissait plus que de trouver un guide. Ce fut plus facile. Un jeune Parsi, à la figure intelligente, offrit ses services. M. Fogg accepta et lui promit une forte rémunération qui ne pouvait que doubler son intelligence. L'éléphant fut amené et équipé sans retard. Le Parsi connaissait parfaitement le métier de mahout ou cornac. Il couvrit d'une sorte de housse le dos de l'éléphant et disposa, de chaque côté sur ses flancs, 2 espèces de cacolets assez peu confortables. Phileas Fogg paya l'Indien en banknotes qui furent extraites du fameux sac. Il semblait vraiment qu'on les tirât des entrailles de Passepartout. Puis, M. Fogg offrit à Sir Francis Cromarty de le transporter à la station d'Allahabad. Le brigadier général accepta. Un voyageur de plus n'était pas pour fatiguer le gigantesque animal. Des vivres furent achetés à Colby, Sir Francis Cromarty prit place dans l'un des cacolets, Phileas Fogg dans l'autre. Passepartout se mit à califourchon sur la housse entre son maître et le brigadier général. Le Parsi se jucha sur le cou de l'éléphant et, à 9 heures, l'animal, quittant la bourgade, s'enfonçait par le plus court dans l'épaisse forêt de Latanier. Chapitre 12 où Phileas Fogg et ses compagnons s'aventurent à travers les forêts de l'Inde et ce qui s'ensuit. Le guide, afin d'abréger la distance à parcourir, laissa sur sa droite le tracé de la voie dont les travaux étaient en cours d'exécution. Ce tracé, très contrarié par les capricieuses ramifications des monts Vindhya, ne suivait pas le plus court chemin que Phileas Fogg avait intérêt à prendre. Le Parsi, très familiarisé avec les routes et sentiers du pays, prétendait gagner une 20aine de milles en coupant à travers la forêt, et on s'en rapporta à lui. Phileas Fogg et Sir Francis Cromarty, enfouis jusqu'au cou dans leur cacolet, étaient fort secoués par le trot raide de l'éléphant, auquel son mahout imprimait une allure rapide. Mais ils enduraient la situation avec le flegme le plus britannique, causant peu d'ailleurs et se voyant à peine l'un l'autre. Quant à Passepartout, posté sur le dos de la bête et directement soumis au coup et au contre-coup, il se gardait bien, sur une recommandation de son maître, de tenir sa langue entre ses dents, car elle lui était coupée nette. Le brave garçon, tantôt lancé sur le cou de l'éléphant, tantôt rejeté sur la croupe, faisait de la voltige, comme un clown sur un tremplin. Mais il plaisantait, il riait au milieu de ses sauts de carpe, et, de temps en temps, il tirait de son sac un morceau de sucre que l'intelligent Kiouni prenait du bout de sa trompe sans interrompre un instant son trot régulier.
Après 2 heures de marche, le guide arrêta l'éléphant et lui donna 1 heure de repos. L'animal dévora des branchages et des arbrisseaux, après s'être d'abord désaltéré à une mare voisine. Sir Francis Cromarty ne se plaignit pas de cette halte. Il était brisé. Monsieur Fogg paraissait être aussi dispos que s'il fût sorti de son lit. « Mais il est donc de fer » dit le brigadier général en le regardant avec admiration. « De fer forgé » répondit Passepartout, qui s'occupa de préparer un déjeuner sommaire. À midi, le guide donna le signal du départ. Le pays prit bientôt un aspect très sauvage. Aux grandes forêts succédèrent des taillis de tamarins et de palmiers nains, puis de vastes plaines arides, hérissées de maigres arbrisseaux et semées de gros blocs de syénite. Toute cette partie du Haut-Bundelkund, peu fréquentée des voyageurs, est habitée par une population fanatique, endurcie dans les pratiques les plus terribles de la religion hindoue. La domination des Anglais n'a pu s'établir régulièrement sur un territoire soumis à l'influence des Rajas qu'il eût été difficile d'atteindre dans leurs inaccessibles retraites des Vindhyas. Plusieurs fois, on aperçut des bandes d'Indiens farouches qui faisaient un geste de colère en voyant passer le rapide quadrupède. D'ailleurs, le Parsi les évitait autant que possible, les tenant pour des gens de mauvaise rencontre. On vit peu d'animaux pendant cette journée, à peine quelques singes qui fuyaient avec 1000 contorsions et grimaces dont s'amusait fort Passepartout. Une pensée au milieu de bien d'autres inquiétait ce garçon. Qu'est-ce que M. Fogg ferait de l'éléphant quand il serait arrivé à la station d'Allahabad? L'emmènerait-il? Impossible. Le prix du transport ajouté au prix d'acquisition en ferait un animal ruineux. Le vendrait-on? Le rendrait-on à la liberté? Cette estimable bête méritait bien qu'on eût des égards pour elle. Si, par hasard, M. Fogg lui en faisait cadeau à lui, Passepartout, il en serait très embarrassé. Cela ne laissait pas de le préoccuper. À 8 heures du soir, la principale chaîne des Vindhyas avait été franchie et les voyageurs firent halte au pied du versant septentrional, dans un bungalow en ruine. La distance parcourue pendant cette journée était d'environ 25 milles, et il en restait autant à faire pour atteindre la station d'Allahabad. La nuit était froide. À l'intérieur du bungalow, le Parsi alluma un feu de branches sèches, dont la chaleur fut très appréciée. Le souper se composa des provisions achetées à Colby. Les voyageurs mangèrent en gens harassés et moulus. La conversation, qui commença par quelques phrases entrecoupées, se termina bientôt par des ronflements sonores. Le guide veilla près de Kiouni, qui s'endormit debout, appuyé au tronc d'un gros arbre. Nul incident ne signala cette nuit. Quelques rugissements de guépards et de panthères troublèrent parfois le silence, mêlés à des ricanements aigus de singes. Mais les carnassiers s'en tinrent à des cris et ne firent aucune démonstration hostile contre les hôtes du bungalow. Sir Francis Cromarty dormit lourdement comme un brave militaire rompu de fatigue. Passepartout, dans un sommeil agité, recommença en rêve la culbute de la veille. Quant à M. Fogg, il reposa aussi paisiblement que s'il eût été dans sa tranquille maison de Savile Row. À 6 heures du matin, on se remit en marche. Le guide espérait arriver à la station d'Allahabad le soir même. De cette façon, M. Fogg ne perdrait qu'une partie des 48 heures économisées depuis le commencement du voyage. On descendit les dernières rampes des Vindhyas. Kiouni avait repris son allure rapide. Vers midi, le guide tourna la bourgade de Callenger, située sur le Cani, un des sous-affluents du Gange. Il évitait toujours les lieux habités, se sentant plus en sûreté dans ces campagnes désertes qui marquent les premières dépressions du bassin du grand fleuve. La station d'Allahabad n'était pas à 12 milles dans le nord-est. On fit halte sous un bouquet de bananiers dont les fruits, aussi sains que le pain, aussi succulents que la crème, disent les voyageurs, furent extrêmement appréciés. À 2 heures, le guide entra sous le couvert d'une épaisse forêt qu'il devait traverser sur un espace de plusieurs milles. Il préférait voyager ainsi à l'abri des bois. En tout cas, il n'avait fait jusqu'alors aucune rencontre fâcheuse et le voyage semblait devoir s'accomplir sans accident, quand l'éléphant, donnant quelques signes d'inquiétude, s'arrêta soudain. Il était 4 heures alors. « Qu'y a-t-il » demanda Sir Francis Cromarty, qui releva la tête au-dessus de son cacolet.
« Je ne sais, mon officier, répondit le Parsi en prêtant l'oreille à un murmure confus qui passait sous l'épaisse ramure. Quelques instants après, ce murmure devint plus définissable. On eût dit un concert, encore fort éloigné, de voix humaines et d'instruments de cuivre. Passepartout était tout yeux, tout oreille. Monsieur Fogg attendait patiemment, sans prononcer une parole. Le Parsi sauta à terre, attacha l'éléphant à un arbre et s'enfonça au plus épais du taillis. Quelques minutes plus tard, il revint, disant « Une procession de brahmanes qui se dirige de ce côté. S'il est possible, évitons d'être vus. » Le guide détacha l'éléphant et le conduisit dans un fourré en recommandant aux voyageurs de ne point mettre pied à terre. Lui-même se tint prêt à enfourcher rapidement sa monture, si la fuite devenait nécessaire. Mais il pensa que la troupe des fidèles passerait sans l'apercevoir, car l'épaisseur du feuillage le dissimulait entièrement. Le bruit discordant des voix et des instruments se rapprochait. Des chants monotones se mêlaient au son des tambours et des cymbales. Bientôt, la tête de la procession apparut sous les arbres, à une 50aine de pas du poste occupé par M. Fogg et ses compagnons. Il distinguait aisément à travers les branches le curieux personnel de cette cérémonie religieuse. En première ligne s'avançaient des prêtres, coiffés de mitres et vêtus de longues robes chamarrées. Ils étaient entourés d'hommes, de femmes, d'enfants, qui faisaient entendre une sorte de psalmodie funèbre, interrompue à intervalles égaux par des coups de tam-tam et de cymbales. Derrière eux, sur un char aux larges roues, dont les rayons et la jante figuraient un entrelacement de serpents, apparut une statue hideuse, traînée par 2 couples de zébus richement caparaçonnés. Cette statue avait 4 bras, le corps colorié d'un rouge sombre, les yeux hagards, les cheveux emmêlés, la langue pendante, les lèvres teintes de henné et de bétel. À son cou s'enroulait un collier de tête de mort, à ses flancs une ceinture de mains coupées. Elle se tenait debout, sur un géant terrassé auquel le chef manquait. Sir Francis Cromarty reconnut cette statue. « La déesse Kali, murmura-t-il, la déesse de l'amour et de la mort. »« De la mort, j'y consens, mais de l'amour, jamais, dit Passepartout. La vilaine bonne femme. » Le Parsi lui fit signe de se taire. Autour de la statue s'agitait, se démenait, se convulsionnait un groupe de vieux fakirs, zébrés de bandes d'ocre, couverts d'incisions cruciales qui laissaient échapper leur sang goutte à goutte, énergumènes stupides qui, dans les grandes cérémonies hindoues, se précipitent encore sous les roues du char de Juggernaut. Derrière eux, quelques brahmanes, dans toute la somptuosité de leur costume oriental, traînait une femme qui se soutenait à peine. Cette femme était jeune, blanche comme une européenne. Sa tête, son cou, ses épaules, ses oreilles, ses bras, ses mains, ses orteils étaient surchargés de bijoux, colliers, bracelets, boucles et bagues. Une tunique lamée d'or, recouverte d'une mousseline légère, dessinait les contours de sa taille. Derrière cette jeune femme, contraste violent pour les yeux, des gardes armés de sabres nus passés à leur ceinture et de longs pistolets damasquinés portaient un cadavre sur un palanquin. C'était le corps d'un vieillard revêtu de ses opulents habits de raja, ayant, comme en sa vie, le turban brodé de perles, la robe tissue de soie et d'or, la ceinture de cachemire diamanté et ses magnifiques armes de prince indien. Puis des musiciens et une arrière-garde de fanatiques dont les cris couvraient parfois l'assourdissant fracas des instruments fermaient le cortège. Sir Francis Cromarty regardait toute cette pompe d'un air singulièrement attristé et, se tournant vers le guide, « Un sutty » dit-il. Le Parsi fit un signe affirmatif et mit un doigt sur ses lèvres. La longue procession se déroula lentement sous les arbres, et bientôt ces derniers rangs disparurent dans la profondeur de la forêt. Peu à peu, les chants s'éteignirent. Il y eut encore quelques éclats de cris lointains, et enfin, à tout ce tumulte, succéda un profond silence.
Phileas Fogg avait entendu ce mot prononcé par Sir Francis Cromarty, et aussitôt que la procession eut disparu, « Qu'est-ce qu'un sutty » demanda-t-il. « Un sutty, monsieur Fogg, répondit le brigadier général. C'est un sacrifice humain, mais un sacrifice volontaire. Cette femme que vous venez de voir sera brûlée demain aux premières heures du jour. »« Ah, les gueux !» s'écria Passepartout, qui ne put retenir ce cri d'indignation. « Et ce cadavre ?» demanda M. Fogg. « C'est celui du prince, son mari, » répondit le guide, « un rajah indépendant du Bundelkund. »« Comment ?» reprit Phileas Fogg, sans que sa voix trahît la moindre émotion. « Ces barbares coutumes subsistent encore dans l'Inde, et les Anglais n'ont pu les détruire ?»« Dans la plus grande partie de l'Inde, répondit Sir Francis Cromarty, ces sacrifices ne s'accomplissent plus, mais nous n'avons aucune influence sur ces contrées sauvages, et principalement sur ce territoire du Bundelkund. Tout le revers septentrional des Vindhias est le théâtre de meurtres et de pillages incessants. »« La malheureuse, murmurait Passepartout, brûlée vive ?»« Oui, reprit le brigadier général, brûlée. Et si elle ne l'était pas, vous ne sauriez croire à quelles misérables conditions elle se verrait réduite par ses proches. On lui raserait les cheveux, on la nourrirait à peine de quelques poignées de riz, on la repousserait, elle serait considérée comme une créature immonde et mourrait dans quelque coin comme un chien galeux. Aussi, la perspective de cette affreuse existence pousse-t-elle souvent ces malheureuses au supplice, bien plus que l'amour ou le fanatisme religieux. Quelquefois, cependant, le sacrifice est réellement volontaire et il faut l'intervention énergique du gouvernement pour l'empêcher. Ainsi, il y a quelques années, je résidais à Bombay, quand une jeune veuve vint demander au gouverneur l'autorisation de se brûler avec le corps de son mari. Comme vous le pensez bien, le gouverneur refusa. Alors la veuve quitta la ville, se réfugia chez un rajah indépendant, et là, elle consomma son sacrifice. Pendant le récit du brigadier général, le guide secouait la tête, et, quand le récit fut achevé, « Le sacrifice qui aura lieu demain au lever du jour n'est pas volontaire, dit-il. »« Comment le savez-vous ? » ?»« C'est une histoire que tout le monde connaît dans le Bundelkund, » répondit le guide. « Cependant, cet infortuné ne paraissait faire aucune résistance, » fit observer Sir Francis Cromarty. « Cela tient à ce qu'on l'a enivré de la fumée du chanvre et de l'opium. Mais où la conduit-on ? À la pagode de Pillaji, à 2 milles d'ici. Là, elle passera la nuit en attendant l'heure du sacrifice. Et ce sacrifice aura lieu demain, dès la première apparition du jour. » Après cette réponse, le guide fit sortir l'éléphant de l'épais fourré et se hissa sur le cou de l'animal. Mais au moment où il allait l'exciter par un sifflement particulier, M. Fogg l'arrêta et, s'adressant à Sir Francis Cromarty, « Si nous sauvions cette femme, dit-il. »« Sauver cette femme ? Monsieur Fogg !» s'écria le brigadier général. « J'ai encore 12 heures d'avance. Je puis les consacrer à cela. »« Tiens, mais vous êtes un homme de cœur, » dit Sir Francis Cromarty. « Quelquefois, » répondit simplement Phileas Fogg, « quand j'ai le temps. »